Chapitre 12. À nos débuts de troupier en campagne, lorsqu'on partait en éclaireur, on faisait attention au moindre craquement. Le doigt sur la détente, l'odorat affûté, un œil devant, l'autre derrière, pareil au caméléon. Nous prenions n'importe quelle ombre au pied d'un arbre pour un tireur embusqué. Après 3 années de guerre, les sorties en reconnaissance viraient à la vadrouille. On marchait à découvert en papotant et en se brocardant les uns les autres. On s'asseyait au beau milieu d'une clairière pour casser la croûte ou pour griller une cigarette. Parfois, on s'offrait un petit somme, à la merci d'un fusil. La peur, la fatigue, rien ne nous encombrait désormais. Pas même les escadrons de fantômes qui s'agrippaient aux basques de nos manteaux. Le danger nous était devenu si coutumier, si intime, que nous ne pouvions pas nous en passer. L'accalmie nous angoissait plus que les états d'alerte. C'était étrange. La proximité de la faucheuse nous rendait presque indifférents à notre sort. Nous avions vu périr tellement de braves qu'une sorte de culpabilité nous interdisait de nous apitoyer sur notre statut de mort suicidaire. Et puis, à quoi bon s'entourer de précautions excessives? Les balles perdues occasionnaient des dégâts considérables. Les autres, celles qu'ajustait la ligne de mire, s'abattaient sur nous comme les mouches à viande grisées par l'odeur du sang. On s'est trop éloigné de notre périmètre, me signala Mabrouk. On va jusqu'à la rivière, puis on rentre, lui dis-je. Tu nous laisserais y grenouiller 2 minutes? Ça me botterait de noyer les bestioles qui pique-niquent à mes frais dans mon jardin pubien. On a une patrouille, pas une bande de scouts. Il fait chaud. Ça nous rafraîchirait. Je me rappelle pas quand j'ai pris mon dernier bain. S'il te plaît, chef. Chef. J'avais le sentiment d'être quelqu'un d'autre depuis qu'on m'avait promu au grade de caporal et mis à la tête d'une escouade de baroudeurs intrépides. La majorité de nous sous-off avaient été tués dans la Somme. L'adjudant-chef Ben Amara n'avait pas survécu à ses blessures. Il a expiré son dernier soupir en appelant, un à un, ses 12 enfants. Tahar a eu la main et la jambe amputées. Son cœur n'a pas résisté à la gangrène. Le capitaine Morales est mort décapité par un obus. La compagnie avait perdu le tiers de son effectif. On avait un nouveau capitaine, à peine plus haut que ses bottes, mais vif et sec comme un coup de fouet. Officier d'intendance longtemps confiné aux arrières à dresser l'inventaire des stocks de patates, sans une médaille à son actif, il comptait les récupérer toutes grâce aux exploits de notre unité. Nous avions gagné pas mal de combats sous son commandement. La haine qu'il vouait aux Boches y était pour quelque chose. « Ramenez-moi les oreilles de ces gros porcs !» qu'il tempêtait en tapant le sol du pied. Il s'appelait Avril et avait dû oublier son sourire chez un arracheur de dents. Ses ordres devaient être exécutés à la lettre, et malheur à celui qui les prenait à la légère. Il m'envoyait en reconnaissance tous azimuts. Qu'un mortier de tranchée éternue au loin, qu'une motte ne lui revienne pas, une ferme isolée, un chemin trop tranquille, et tout de suite il tonnait « Trouvez-moi ce tir au cul de Poussaïd, Fissa !» Il m'avait fait parcourir des kilomètres, juste pour qu'il puisse dormir sur ses 2 oreilles. J'en ai marre de ces virées à l'aveugle. Mogrea Othman, un solide gaillard de Palikao qui parlait couramment français et qui nous servait d'interprète occasionnel. J'arrive plus à retirer mes godillots sans ramener la peau de mes pieds avec. On est tous crevés. Mais les ordres sont les ordres. Othman s'arrêta pour me fixer de ses yeux de braise. J'aime pas ce que t'es en train de devenir, Hamza. Depuis qu'on t'a accroché du galon, tu n'arrêtes pas de prendre la défense des officiers. Dans pas longtemps, tu vas te mettre à nous traiter comme des moutons, toi aussi. T'as raison, Othman. Gromla Issa, le colosse de Hatshekla. Hamza, il a changé. Il nous prend de haut et ça lui déplaît pas de se ranger du côté des commandeurs. Le
jour où il sera sergent, il ne daignera même pas nous adresser la parole. C'est quoi cette mentalité? M'indignai-je. On crie à la traîtrise dès que l'un des nôtres se démarque du troupeau. Je suis fier, moi, quand je vois des gradés musulmans. Ça n'a rien à voir avec musulman ou pas musulman. On veut que tu arrêtes de prendre la défense de ce couillon de capitaine. Ce type a une dent contre notre groupe. Il nous envoie au charbon sans compter. Et nous, tout bien dressés, on va chercher le bâton en remuant de la queue. On n'a même pas droit à un morceau de sucre au retour. Ouais, renchérit Rao, surnommé le bélier parce qu'il ne reculait devant rien. C'est à peine s'il nous botte pas le derrière quand on rentre sain et sauf. Si on n'a rien à signaler, il pense tout de suite qu'on était planqué non loin du cantonnement, à bailler aux corneilles. Et ça, c'est nous manquer de respect. Si t'es un vrai chef, Hamza, tu dois le lui dire en face qu'on n'est pas des simulateurs. Et qu'il nous oublie un peu. Il y a d'autres patrouilles dans la compagnie, merde. Tu crois t'adresser au boutiquier du coin? Lui rappelai-je. C'est le capitaine, bon sang. Tu ferais quoi s'il t'ordonnait d'aller dans un village grouillant de poches lui chercher du pinard? Tu t'exécuterais et puis c'est tout. Des gars ont été fusillés pour moins que ça, séance tenante. Il nous ferait quoi si on désobéissait? Fulmina Othman. Nous passer par les armes. Le peloton d'exécution ou les poches, quelle différence? On est des soldats. On dit à vos ordres, en claquant des talons et on ne discute pas. On est soumis à la discipline et à la loyauté. Loyauté, ricana Rao. Un poète de chez nous disait que la loyauté est le plus handicapant des sacrifices. Elle exige, parfois, des concessions contraires à notre conscience. La preuve. On se bat pour qui? Pour des mécréants. Contre qui? Contre d'autres mécréants. On sera dans quel camp au jugement dernier? On n'est même pas sûr d'être reconnu comme shahid par le bon Dieu. Je ne rentre pas dans ces considérations. Ah oui. Tu appelles ça des considérations, caporal Hamza Boussaïd? Du calme, les gars, intervint Mabrouk. Le chef a raison. On est des soldats. Et un soldat, ça porte un casque pour ne pas réfléchir. Tu n'as même pas besoin d'un casque. Lui lança Issa. On est en train de gaspiller notre salive et notre souffle pour rien, si vous voulez mon avis. J'ai soif et j'ai mal au mollet, moi. Et si on allait dans les bois nous reposer un brin? Proposa Rao. Excellente idée, admis-je. Quant à toi, Issa, je te conseille de garder ta langue bien au fond de ta gorge, si tu ne tiens pas à ce qu'on te pende avec. C'est ça, grommela Othman, délibérément acquis à la cause du colosse de Hatshekla. Quand on manque d'arguments, on table sur les menaces. Personnellement, je n'ai rien à gagner dans cette guerre, et Issa non plus, ni aucun de nous. Ne va pas nous dire qu'on n'a pas le droit de déglutir quand on a le couteau sous la gorge. Chaque fois que je prends mon repas, je me dis que c'est le dernier. Si en plus je dois fermer ma gueule, faut pas abuser. C'était un râleur de première, Othman. Toujours à ne voir que le mauvais côté des choses. Cependant, comment l'assagir si toutes les choses convergeaient du mauvais côté? Je le comprenais. Sauf que la vérité n'était pas une bonne alliée sur les champs de bataille. Il m'arrivait de ruminer les mêmes pensées, de me poser un tas de questions, mais je n'allais pas plus loin. Il n'y avait pas de réponse probante en fin de compte. Il n'y avait que le vide, l'abîme et le sentiment de se faire violence inutilement. Je regrettais seulement que certains de mes subordonnés me rendent coupable de ce dont nous étions tous, des officiers aux ordonnances et des cuistots aux agents de liaison, les victimes expiatoires. Mabrouk nous devança pour s'assurer que l'ennemi ne nous attendait pas dans les bois. Après avoir inspecté les fourrés, il nous fit signe de le rejoindre, l'air surexcité. Je ne saisis les raisons de sa jubilation qu'en me penchant sur la rivière qui roucoulait plus bas. Des femmes y barbotaient, blondes comme des soleils. Elles riaient aux éclats en s'envoyant des gerbes d'eau, s'amusaient à se faire noyer, cabriolaient dans l'eau. Leurs robes collées à leur peau blanche conféraient à leur silhouette quelque chose de divin. Nous étions
éberlué, en extase, comme si, subitement, après avoir traversé à tâtons la vallée des ténèbres, nous débouchions sur un monde enchanté. Nous étions subjugués par tant de beauté, après tant de laideur assumée, tant de noirceur subie, tant de honte bue. C'était plus qu'un spectacle captivant. C'était une révélation cosmique, tellement simple et nécessaire qu'elle nous réconcilia avec nos disparus et avec nous-mêmes. Toute la prophétie originelle était là, sous nos yeux, à un jet de pierre, dans cette rivière qui valait toutes les eaux bénites et qui nous éveillait à la vraie vocation de la vie. Celle censée nous faire rêver et croire dur comme fer, qui n'est de gloire que l'amour, de victoire que le triomphe sur soi, qu'aucune étoile ne supplante le sourire d'une vierge, et qu'aucun soleil d'été ne saurait réchauffer une âme en peine mieux que les bras d'une femme. À cet instant précis, là, au milieu des arbres, face à cette rivière qui nous restituait à nous-mêmes avec une délicieuse violence, nous renaquîmes à nos émotions d'enfants éblouis, saints d'esprit, sublimes de naïveté et d'émerveillement. Au diable les boches, les ordres et les assauts. Nous nous cachâmes dans les fourrés et restâmes interdits, sans scier, pour ne rien perdre de ce que le hasard nous offrait comme présent en cette journée bénie de juin 1918, certains d'être de toutes les créatures sur Terre, les plus vernis. Aucun de nous n'osa hasarder un mot, de crainte d'effaroucher les fées qui batifolaient dans l'eau, et avec elles, les rares moments de quiétude et de bonheur que nous ne croyions plus possibles. Le soir tomba. Les femmes étaient parties depuis un bon moment. Mais nous étions encore là, à plat ventre dans les buissons, rêvant des chevelures flamboyantes, des visages radieux, de ces joyaux de chair et d'émotion qui nous avaient enrichis l'espace d'une baignade, comme jamais fortune ne le ferait. L'écho était rempli de leurs rires cristallins qui, ce jour-là, si les hauts gradés les avaient perçus une seconde, auraient fait taire les canons d'un bout à l'autre de la planète. De retour au cantonnement, j'avais la tête dans un aquarium. Le lendemain, je me présentai devant le capitaine pour qu'il m'autorise à repartir en reconnaissance. Nous retournâmes dans les bois, mes baroudeurs et moi, au même endroit que la veille, et attendîmes la journée entière, tendus de crampes dans les fourrés. La rivière paraissait orpheline de son clapotis. Elle coulait en silence comme une larme émue. Les arbres, en faction sur la berge, étaient tristes. Cruellement délesté de son âme, le petit lopin d'Éden languissait de ses absentes, aussi vide de sens qu'un puits. Les houris ne revinrent pas, et le paradis de la veille s'estompa comme un mirage, afin que les brutes recouvrent pleinement l'enfer de leurs incommensurables absurdités.